Je remercie beaucoup donc, les organisateurs de me permettre d'exposer mes réflexions sur la mort de Napoléon. Je commencerai par Hudson Law. Comme l'a dit Pierre Branda tout à l'heure, en fait, il est persuadé que Napoléon est victime d'une maladie diplomatique et son but, c'est d'être transféré en Europe. Il reçoit quotidiennement des rapports comme quoi Napoléon fait des grandes balades à cheval, puis un peu plus tard, il dicte pendant des heures ses souvenirs. Et puis à la venue d'Anton Marquis, qui trouve qu'il prend un peu trop de poids, il lui conseille de faire de l'activité. Donc il organise des grands travaux à partir de la fin 1819-1820. Mais en fait, Hudson Law est un peu surpris par la mort de Napoléon et il espère que le compte-rendu d'autopsie va montrer qu'il n'est ni coupable ni responsable de cette mort. C'est vrai que la plupart des symptômes que présente l'empereur au cours des 5 années sont des symptômes qui peuvent être simulés. Je ne vais pas tout détailler, parce que ce n'est pas l'objet du topo. Mais en fait, si on regarde de près, je me suis amusé à colliger tous les témoignages pendant ces 5 années. Ben, on s'aperçoit qu'en fait, que dès qu'il monte sur le Bellérophon, en particulier la description de Maitland, évoque nettement une anémie. Il est malade. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, on dit qu'il n'était pas très malade. En fait, il avait également, il se plaignait toujours de douleurs dès 1816, de douleurs sous les côtes à droite, que O'Meara attribuait à du foie. Mais comme l'a dit Peter, on l'obligeait peut-être à dire ça, mais en tant que médecin, il devait savoir que le foie ne donne pas ce type de douleur en coup de poignard. En plus, il avait de temps en temps des poussées d'ictère, et ces douleurs évoquaient plutôt des cholécystites, c'est-à-dire des calculs dans la vésicule, ou des problèmes d'estomac, ou les deux, mais certainement pas une hépatite. Et quand on voit l'évolution des symptômes, c'est évident pour un médecin qui voit cette diapositive, il vous dira tout de suite, ton patient, il a une anémie qui s'aggrave avec le temps. Pourtant, on n'en parle pas. J'y reviendrai un peu plus tard. Comme on vous l'a dit, parce que Pierre Branda a déjà presque tout dit, à partir de fin mars, vraiment l'état de santé de Napoléon empire et il accepte, sur la demande de Bertrand et de Montholon, de s'adjoindre un médecin britannique d'origine écossaise, Arnott, qu'il accepte à son chevet le 1er avril. Et en fait, Arnott, comme l'a dit Pierre Branda, est persuadé que Napoléon est hypocondriaque, qu'il n'est pas vraiment malade. Or, quand on voit les symptômes entre le 1er avril et le 18, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des signes objectifs d'anémie profonde. En particulier ce qu'on appelle la dyspnée, c'est-à-dire difficulté respiratoire, les refroidissements. En fait, il faut savoir quand il y a une grosse perte de sang dans l'organisme, le corps est capable d'exclure de la vascularisation certaines zones, comme les membres. Il privilégie les organes nobles, qui sont le cerveau, le poumon, le foie, les reins et le cœur. Les autres parties du corps sont un peu délaissées, ce qui explique les refroidissements des membres, qui étaient réels, contrairement à ce que pensent les empoisonnistes, qui disent qu'il avait des paresthésies. Ce n'était pas du tout des paresthésies. Il avait vraiment les membres froids et on lui mettait des couvertures chauffées. Quant aux derniers signes, comme les hallucinations, le délire, le coma, c'est typique d'une mauvaise vascularisation du cerveau. Donc c'était vraiment les phases finales. D'ailleurs, Anton Marquis et Arnott sont un peu perplexes devant la maladie de Napoléon le 18 avril et ils décident de constituer ce qu'on appelle un staff en médecine. C'est-à-dire ils font venir 3 autres médecins, britanniques bien sûr, mais Napoléon ne les accepte pas à son chevet, donc on leur raconte tous les symptômes. Et comme on peut le voir sur ma diapositive, 5 médecins
5 diagnostics différents. En fait, ils ne savent pas du tout quelle est la maladie qui touche leurs patients. Un changement arrive le 25 avril, car pour la première fois, Arnott assiste en direct d'un vomissement avec quelque chose de noir, pareil à du marc de café. Et là, il n'y a plus de doute. Et d'ailleurs, Arnott va tout de suite prévenir son patient, lui dire « Votre mal vient de l'estomac ». Et à ces mots, Napoléon se remémore la mort de son père. Et malheureusement, il dit « Je crois avoir lu que mon père est mort d'un square du pylore ». Et là, c'est le gros mot qui va se propager pendant 2 siècles et qui va donner source à beaucoup d'erreurs. Et Napoléon donc, dit que dans ce cas-là, il veut qu'on ouvre son corps pour voir si vraiment il y a un mal héréditaire chez les Bonaparte. Il faut qu'on en prévienne chez son fils. J'ai oublié de dire, bien sûr, aussi que les médecins aussi attendent beaucoup des autopsies pour savoir de quoi est mort Napoléon. Alors, comme j'ai mis cette lettre de Bertrand à son frère, qui est datée du 6 au matin, l'autopsie est faite en début d'après-midi, et il rapporte donc les bruits de couloir, comme quoi Napoléon est mort comme son père d'un square du pylore. Et j'ai rajouté aussi les réflexions de Montschnitt, qui était le commissaire français, un des seuls qui était resté à Sainte-Hélène, et qui écrit son référent, le comte de Damas, aussi le 6 mai au matin. Et il répète, ce qu'il y a de singulier, c'est que sur 5 médecins, il n'y en a aucun qui peut me dire de quoi est mort Napoléon. Et aussi cette phrase qu'il a rajoutée, que je trouve très significative, et dont a parlé aussi Pierre, « Je n'ai jamais vu un cadavre aussi peu défiguré. Sans sa pâleur, on lui dit qu'il dormait. » Et beaucoup de témoins qui ont vu le corps disaient la même chose. Alors, l'autopsie a lieu dans la salle de billard. Il va y avoir entre 17 et 20 personnes en permanence dans cette salle. Alors, du côté français, Napoléon a demandé que ce soit Anton Marquis, qui était prosecteur d'anatomie à Florence, de procéder à l'opération. Et il va dicter en français donc, un compte-rendu à Vignali, qui avait fait 2 à 3 ans de médecine, quand du côté anglais, c'est Arnott qui dicte à Henry. Alors, je ne vais pas m'attarder sur toute l'autopsie, qui n'a pas d'importance. Je vais me concentrer sur l'abdomen. Première surprise pour les chirurgiens, c'est qu'en coupant la peau de l'abdomen, ils trouvent une grosse épaisseur de graisse, ce qui est un argument tout à fait contre un cancer. Même, je pense que Charlier, qui connaît peut-être mieux que moi, pourra le témoigner, un cancéreux, même à notre époque, avec tous nos médicaments, il ne meurt pas avec 4 cm de graisse sous la peau. C'est vraiment exceptionnel. Deuxième surprise, c'est qu'en ouvrant la cavité abdominale, tout paraît normal. Tous les organes sont à leur place naturelle, en bon état. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de visible sur la partie externe de tous les organes de l'abdomen. Ce qui est une grande surprise pour tous les témoins médicaux. Donc, comme c'est normalement le cas, Anton Marquis va séparer chaque organe un par un pour les couper en tranches, pour voir s'il y a une maladie intérieure, faire un diagnostic à la vue. Donc il commence bien sûr par le foie. Là, il est étonné parce qu'il a du mal à séparer le foie de l'estomac. Il y a des adhérences très très fortes. Il est obligé de s'y prendre avec un bistouri et de finir à la main pour séparer les 2 organes. Et Anton Marquis dicte que pour lui, le foie est engorgé et d'une grosseur plus que naturelle. Il faut savoir que Thomas Reed assiste à l'intervention à la place d'Hudson Lowe, qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales. Et dans son compte-rendu, il dit qu'au moment où Anton Marquis prend le foie, le docteur Short observa qu'il était grossi. Tous les autres praticiens étaient contre. En fait, ce n'est pas vrai, puisque Anton Marquis le trouve grossi. Et je tiens à préciser, là, pour
ce cas-là, le docteur Short est le seul médecin. Tous les autres sont des chirurgiens. Et je pense qu'à l'époque, comme à notre époque, les chirurgiens ont très vite oublié la médecine. Et j'ai mis aussi comme une phrase qui m'a paru intéressante, c'est la description justement dans le rapport qu'a fait Henry en 1823 pour venir au procès contre O'Meara. Il dit, donc Antomarchi fit une incision, il croyait voir jaillir un flot de pus de l'abcès qu'on imaginait, mais il n'y avait aucun abcès, pas d'inflammation non plus, pas d'enflure. Le foie était de volume ordinaire et parfaitement sain dans sa contexture interne. Donc il n'y a vraiment aucun problème hépatique. Donc naturellement, on va étudier après l'estomac. Et là, on voit, j'ai mis qu'une partie de la description d'Antomarchi, mais on voit qu'il a certainement assisté à beaucoup d'autopsies et qu'il est très méthodique. Il fait des différents chapitres. J'ai mis le 9, le 11, le 12, j'y reviendrai sur quelques-uns. Donc il dit bien sûr la première chose, il est intrigué par l'adhérence qu'il y a eu entre le foie et l'estomac, et il trouve qu'à la place où était collé le foie, il y a un trou. C'est ce qu'on appelle à notre époque un ulcère perforé bouché. C'est évident que si le foie n'avait pas bouché cet ulcère, il serait mort. Et d'après mes recherches, cet ulcère survient en janvier 1819, un moment où Napoléon n'a plus de médecin depuis près d'un an. Et en fait, il va avoir un gros problème, c'est avec la panique à Longwood, pour trouver un médecin en urgence. Et il va guérir en 6 semaines, ce qui est exceptionnel, mais ce qui lui a certainement sauvé la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ce qu'on appelle le collagène, enfin cette colle naturelle s'est constituée, cet ulcère ne peut plus saigner. Ce n'est pas la cause. Partout, je lis qu'il est mort d'un ulcère de l'estomac, et ça, je m'y oppose complètement. L'estomac, il ne faut plus y penser. Or, les chirurgiens, à l'époque, qui font les rapports, sont obnubilés par ce trou et sur la zone de la muqueuse autour. Alors, Antomarchi, comme les autres, il dit qu'il y avait un ulcère cancéreux, mais j'y reviendrai parce que ça, c'est complètement aberrant. Après, il parle du trou qui est certainement la conséquence d'une corrosion ulcéreuse. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, c'est la bonne interprétation. Ensuite, il parle de paroi ulcéreuse, c'est-à-dire que tout le reste de la muqueuse, c'est une paroi ulcéreuse. Là, je suis aussi tout d'accord avec lui, mais il ne le détaille pas assez. Moi, je le détaillerai. Et enfin, comme on va voir avec les Anglais, il est obsédé par cette zone entre l'ulcère perforé bouché et le pylore. Et là, il dit que c'est un peu un gonflement, une dureté squareuse. Donc, vous voyez, sur un même compte-rendu, vous avez ulcère cancéreux, corrosion ulcéreuse, paroi ulcéreuse, square. Donc, c'est très bizarre, mais en aucun endroit, on ne voit le mot tumeur. Et ça, j'y reviendrai, c'est essentiel. Alors, quant aux Britanniques, ils font un rapport assez succinct parce que Hudson Lowe veut l'envoyer rapidement à Londres. Et la plus grande partie de ce compte-rendu est consacrée à l'estomac. Alors, eux aussi sont attirés par ce trou qu'ils décrivent. Et pour la muqueuse qui entoure ce trou, et là, eux, ils décrivent de cette façon, près du trou, était une masse de maladies cancéreuses ou des parties squireuses en voie de cancérisation. Mais là encore, en aucun endroit, on ne voit le mot tumeur. Et ils emploient des mots qui ne veulent rien dire. On ne sait pas si c'est... En tous les cas, ils sont sûrs que ce n'est pas un cancer. Ça, c'est évident. Sinon, ils l'auraient mis. Et je rappelle qu'un cancer débutant, en aucun cas, ne peut être la cause d'un décès. Donc, que peut-on déduire de ces rapports? La première chose qui surprend pour un médecin, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Vous avez tous vu dans les séries policières, quand un inspecteur va voir le légiste, qui commence à lui expliquer, je récite ça, bon, il est mort de quoi? Conclusion. Aucune conclusion dans ces différents rapports. Alors,
je vous ai dit, je reviendrai sur le cas numéro 11 d'Anton Marquis. Là, il y a deux anomalies aberrantes. Il dit, premièrement, c'est un ulcère cancéreux. Vous voyez, cette diapositive m'a été confiée par un ami gastro-entérologue qui a fait une gastroscopie, qui a trouvé un ulcère à l'estomac qui lui paraissait bénin. Mais il a quand même fait des prélèvements et il a trouvé dans un prélèvement quelques cellules cancéreuses. Il m'a dit c'est absolument impossible à l'œil de dire si c'est cancéreux ou pas. Deuxième aberration, il dit que cet ulcère cancéreux allait du cardia à 1 pouce du pylore, c'est-à-dire pratiquement toute la muqueuse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu un aphte dans la bouche, mais vous savez que c'est douloureux. Donc c'est rien d'autre qu'un aphte sur la muqueuse gastrique. Aucun être humain n'aurait pu résister à un ulcère cancéreux de ce type qui touche toute la muqueuse gastrique. Absolument impossible. Quant aux Anglais, je vous ai dit, ils hésitent tellement dans la description. Pour moi, ça prouve d'abord qu'ils n'avaient jamais vu ce type de lésion et qu'ils ne savent pas comment la décrire. Et comme ils ne savent pas comment la décrire, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils ne comprennent pas comment ces lésions ont pu entraîner la mort. Donc, absence de conclusion. Donc, ils laissent courir la rumeur, en particulier la rumeur que j'ai montrée avec Bertrand, c'est-à-dire que la rumeur d'un squeer du pylore, comme avait le père de Bonaparte, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, j'ai quand même mis une diapo pour dire ce que c'est un cancer de l'estomac. Alors justement, le père de Napoléon est mort d'une tumeur qui a débuté de la grande courbure et qui s'est développée à l'intérieur de la cavité gastrique et qu'il compare à une grosse poire, une grosse patate. Donc ça veut dire que c'était une tumeur très limitée. Mais elle était tellement grosse qu'elle a bouché le pylore, donc il ne pouvait ni manger ni boire. Il est mort cachexique. Mais la description qu'ils en font, en particulier la dureté au toucher, on a l'impression qu'il y a du cartilage intérieur, c'est une tumeur bénigne qui existe encore de nos jours. Donc ça, je suis sûr que le père de Napoléon, en aucun cas, est mort d'un cancer. Et lui aussi, il n'avait aucune anomalie sur la paroi externe de l'estomac. Alors, comment on meurt d'un cancer de l'estomac? Un cancer organique, puisque l'estomac est un organe, c'est une tumeur, une prolifération de cellules malignes. Et quelquefois, la prolifération des cellules est plus rapide que la vascularisation. C'est-à-dire les cellules malignes, comme toutes les cellules du corps, ont besoin de sang pour se développer et se reproduire. S'il n'y a pas assez de sang, ça se nécrose. Et ça entraîne soit une hémorragie, soit une péritonite, si les aliments passent dans la cavité péritonale, qui doit rester stérile. Enfin, il y a plein d'autres, mais je n'ai pas le temps de développer toutes les façons dont on peut mourir pour un cancer gastrique. Mais en tous les cas, aucun cas ne concerne Napoléon. Et puis les arguments cliniques vont contre, la graisse et aussi l'appétence pour la viande. On sait que quand un cancer gastrique débute, il y a un dégoût précoce de la viande. Et puis également, quand vous avez un cancer, les symptômes s'aggravent avec la tumeur elle-même. Alors que chez Napoléon, les symptômes étaient intermittents. Comme l'a dit Pierre, de temps en temps, il allait bien, puis des fois, il ressombrait. En fait, pour moi, tout ça, c'était des signes d'anémie. Alors, pourquoi parle-t-on encore de cancer? La cause en vient à Anton Marquis, qui a publié un livre en 1825, où là, il donne un nouveau rapport d'autopsie, qui n'a plus rien à voir avec le premier. Vous voyez, c'est un peu l'anarchie. Il affirme dans son second rapport que Napoléon avait une hépatite chronique. Il dit qu'il y avait des adhérences avec le diaphragme, alors que tout le monde a dit que c'était avec le foie. Et j'ai pris par exemple un exemple de ce fameux ulcère perforé. Dans le premier rapport 1821, il exprime à 3 lignes la dimension. Dans l'autre, c'est 2 lignes et demie en dehors et 4 à 5 lignes en dedans. Et puis il ne parle plus de trou, mais d'une ouverture arrondie. Enfin, je ne vais pas continuer, mais on voit que ce rapport, à l'évidence,
n'a plus rien à voir avec Napoléon. Et alors là, il faut féliciter deux médecins, Jacques Bastien et Roland Jandel, qui en 2007, on trouve la supercherie. En fait, Antomarchi a copié presque mot à mot un rapport d'autopsie qu'il a trouvé dans un livre publié 2 années auparavant. Et en fait, vous voyez le rapport d'origine à gauche, donc publié en 1823. Et là, on voit bien, enfin, on retrouve tout ce qui est en gras, c'est du recopiage mot à mot. On voit bien qu'Antomarchi a recopié. Alors pourquoi? On ne sait pas pourquoi il a changé de sa version. Mais ce qui est important de voir, c'est le titre de ce rapport qui a été fait par un médecin qui s'appelle Rullier, et donc qui a publié pour ses confrères un cas un peu exceptionnel pour lui, d'un petit engorgement cancéreux de l'estomac perforé en son centre et suivi d'un épanchement des aliments dans l'abdomen. C'est-à-dire que ce patient est mort de péritonite. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'en ce deuxième rapport, il parle de ganglions bronchiques et du médiastin un peu grossis, presque dégénérés et en suppuration, ce qui évoque un cancer. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le diagnostic en 1821? D'abord, c'est évident qu'il ne connaissait pas les lésions de Napoléon, et comme on l'a vu par le vocabulaire utilisé, ils ne font pas la différence entre ulcère, cancer et squire, et surtout, ils ne connaissent pas des tissus inflammatoires chroniques, comme la gastrite chronique. Autre chose qu'ils ne connaissent pas, c'est les causes d'une telle gastrite chronique qui ont été découvertes au XXe siècle, c'est-à-dire le stress pathologique et l'Helicobacter pylori. Et c'est évident que Napoléon avait les deux causes. Alors le stress pathologique, vous savez que quand vous êtes opéré d'anesthésiste, vous prescrivez un anxiolytique avant l'intervention, parce qu'avant qu'on fasse ça, il y avait beaucoup d'ulcères de stress au réveil. Pareil, vous savez, quand des gens sont pris dans un attentat, on fait une cellule psychologique uniquement pour éviter les pathologies du stress. Et puis la chose la plus importante, bien sûr, c'est qu'aucun document ne parle d'anémie. Pourtant, c'est évident. Je vous ai fait une diapo que je n'ai pas détaillée, mais que je vous dis n'importe quel même étudiant en médecine verrait que c'est un sujet qui a une anémie. Et une anémie très importante associée à une carence en fer. Alors j'ai rajouté un livre dont a parlé Charles Éloi, qui est très important, parce que donc il l'a publié en 1820. Alors Joachim Hérault était le chirurgien ordinaire de Madame Mère, et il est devenu premier chirurgien de Marie-Louise. Donc il s'était attaché à la famille de Marie-Louise, en particulier au fils de Napoléon, et il a voulu faire une enquête poussée pour savoir si vraiment l'aiglon avait un risque ou pas. Et là, pour lui, il n'y avait aucun doute, Napoléon n'a pas été empoisonné, ça il en est sûr, il n'avait pas de cancer, il en est sûr. Pour lui, comme l'a mis... donc son livre a été critiqué, comme de nos jours, dans certaines spécialités. Il y a un livre qui est publié dans l'année pour donner aux confrères des cas un peu exceptionnels. Donc le livre de Hérault a été critiqué dans ce journal universel en 1829. Et l'expert résume ainsi: M. Hérault s'est proposé de démontrer que Bonaparte est mort évidemment d'une gastrite chronique et non d'une affection cancéreuse de l'estomac, et que l'influence du climat, des vexations et surtout l'erreur des médecins ont concouru à hâter sa fin. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourtant, il y a plein de choses, on va voir, qu'il ne connaissait pas. Alors, par contre, l'expert, il dit après, l'auteur joue sur les mots. Parce que ce que certains appellent gastrite chronique, d'autres appellent cancer de l'estomac. Et il dit que pour lui, Napoléon, il n'y a aucun doute, il avait un cancer de l'estomac. Mais en fait, tous les arguments qu'il prend, c'est uniquement dans le deuxième rapport de 1825 d'Antomarchi. Donc tous les arguments ne tiennent pas. Alors si on revient vraiment au compte-rendu d'autopsie, en fait le diagnostic y était.
Mais si tous ces chirurgiens n'avaient pas été obnubilés par cet ulcère perforé bouché, bon, ils auraient mieux décrit, mais à mon avis, ils n'auraient pas trouvé. Je vais vous dire pourquoi après. Mais on voit, par exemple, le seul médecin, Short, il dit que la surface interne de l'estomac n'était qu'un amas de tissu ulcéreux. Bertrand, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, il dit qu'il y avait plein d'ulcérations et que près du pylore, ces ulcérations ont convergé pour faire un chancre qu'on a appelé l'ulcère perforé bouché. Et la description la plus imagée, c'est celle d'Ali. Il dit, on aurait dit que ça a été fait par... Il y avait beaucoup de petites cavités sur la muqueuse qu'on aurait dit avoir été faites par des grains de petits plombs dont aurait été chargé un pistolet. Et c'est l'image vraiment la plus fidèle de ce qui se passait dans la muqueuse de l'estomac. Et en fait, pourquoi il n'aurait pas pu trouver? Parce que le premier médecin au monde qui a vraiment bien comparé les ulcères gastriques chroniques, cancer, c'est le professeur Jean Cruveilhier de la PHP, qui a dirigé une thèse, je crois que c'était en 1830, où il avait demandé une thèse sur une patiente un peu à part. C'était une entité qu'il n'avait jamais vue. Donc, cette personne âgée, quand on a fait son autopsie, on a découvert ce schéma que Cruveilhier met dans son livre d'anatomie pathologique en 1842. On voit plein de petites taches. Et en fait, Cruveilhier dit que quand il grattait ces petits grains noirs, il y avait une ulcération en dessous. Donc, il appelait ça une gastroragie, parce que cette patiente est morte anémiée. Elle n'avait plus de sang dans le corps. C'est à chaque fois que ces ulcérations saignaient, elles faisaient des hémorragies, mais c'est des hémorragies non visibles par une tierce personne. Parce qu'à l'époque, ils savent que si quelqu'un prend un coup de sabre, que le gens saillit, il va mourir dans les minutes qui suivent. Mais à l'époque, on ne connaissait pas les micro-segments répétés, invisibles de l'extérieur. C'est pourtant ce qui est arrivé à Napoléon. Et la deuxième chose, c'est presque fini, c'est grâce à Chantal Prévost, qui m'a retrouvé cet article du docteur Jean-Noël Allais. Jean-Noël Allais était le médecin ordinaire de Napoléon. C'était le médecin le plus savant de l'époque. Et il y a eu dans une mine d'anthracite en France, en 1803, il y a 3 galeries. Dans une galerie, il y a eu une hécatombe de mineurs. Comme personne ne savait pourquoi ils étaient morts, on a demandé à Allais son avis. Il a dit envoyez-moi 3 mineurs à la faculté de Paris. Il a essayé des traitements. Malheureusement, il y en a un qui est mort. Il a fait l'autopsie. Et là, il s'est aperçu qu'il n'y avait pratiquement plus de sang dans le corps du mineur. C'est de là qu'il a créé le mot anémie, qui publie dans ce premier article, première fois au monde où on parle du mot anémie. Et quand on regarde le compte-rendu de Napoléon, on voit les mêmes choses, c'est-à-dire les tissus sont pâles, les muscles rouges sont pâles, les ventricules du cœur sont pâles. Il faut savoir que quand on perd au moins 40% de la masse sanguine, c'est à peu près 2 litres, sans transfusion, on meurt. C'est ce qui est arrivé à Napoléon. Comme l'a dit Pierre, je ne vais pas répéter. Malheureusement, le 3 mai, les médecins décident de lui donner 10 grammes de calomel, qui est du mercure. Le mercure est fortement toxique pour la muqueuse gastrique. On lui donne à 18 heures. À 23 heures, il a un méléna. Un méléna, c'est un segment important de sang rouge dans l'estomac qui va être, non, rouge, mais qui va être modifié par l'acide chlorhydrique et les sucs digestifs qui va devenir noir. Et ça va s'évacuer par les selles. Et malheureusement pour Napoléon, ça va continuer pendant 48 heures. Et au bout de 48 heures, il avait pratiquement plus de sang dans le corps. Donc je me suis amusé à remplir un certificat de décès comme on le fait à notre époque. Donc cause ulcéreuse chronique de l'estomac, type gastroragie de Cruveilhier, syndrome dépressif, pathologie de stress combinée à une infection ancienne, chronique et familiale. Je dis familiale parce que dans mon dernier livre, je montre que beaucoup de Bonaparte sont atteints d'une gastrite. Et puis bon, il y avait d'autres choses que je n'ai pas détaillées, en particulier au niveau des poumons et des reins. Je vous remercie.